d'après ce qu'ont appris les enquêteurs, et la famille Halili et Sylvain Mollier se sont retrouvés sur le parking du Martinet par hasard. A priori, la famille devait se rendre sur une route un petit peu parallèle où on leur avait indiqué une cascade qui était bien plus propice à une balade en famille avec une septuagénaire et des enfants en bas âge. Et Sylvain Mollier aurait dû emprunter un autre itinéraire plus approprié à la pratique du vélo de route, puisque la route de la Combe d'Ir est complètement défoncée par endroits. Elle se prête peu, mal, on va dire, à la pratique du vélo de route. Donc, il n'est pas exclu que ces vacanciers-là se soient croisés à ce moment-là et soient tombés sur un tueur fou qui s'en serait pris à tout le monde sans raison. Soit un tueur fou itinérant, et là c'est le cauchemar absolu pour les enquêteurs, à part retrouver des affaires qui ressembleraient, qui auraient pu se passer ailleurs en France, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un rapprochement avec tous les crimes qui ressemblent à la tuerie de Chevaline et qui ont pu être commis sur le territoire avant et après la tuerie. Notamment de voir s'il y avait des recoupements à faire au niveau de l'arme, au niveau de la méthodologie. Ça, c'est un travail qui a été fait. Et puis, il y a la piste du tueur fou, mais local. Et ça, c'est l'arme qui les y fait penser. Parce que l'arme, un Luger P06, qui était en service dans l'armée suisse dans les années 1950-1960, fait penser qu'il peut y avoir une accroche dans la région. Donc ils vont se concentrer sur le milieu des collectionneurs d'armes, des tireurs, des amateurs d'armes à feu autour du lac d'Annecy. Potentiellement des gens qui ont pu avoir des problèmes psychiatriques ou qui ont pu avoir affaire à la justice ou alors qui ont échappé au radar jusque-là. Et là, ils vont tomber aussi sur toute une série de profils qui peuvent être intéressants. Aucun qui se révélera être le bon, mais ça va leur prendre extrêmement longtemps pour passer tous les profils en revue et aller voir et aller étudier chaque profil, chaque personne pour savoir s'il y a un lien qui peut être fait avec Chevaline. C'est notamment sur cette base de l'analyse des amateurs d'armes à feu, des collectionneurs et du portrait robot qu'ils vont être mis sur la piste de l'ancien policier municipal de Menton-Saint-Bernard, dont une partie de la belle famille habite tout près de la route de la Combe d'Ir, qui se trouve être un collectionneur d'armes et qui pouvait correspondre et au portrait robot et au profil. On a appris par la suite que cet homme, dont la vie a été ravagée par cette affaire, parce que son nom a été dévoilé, n'avait a priori rien à voir avec la tuerie de Chevaline. Le tueur a quand même tiré plus de 25 ou 26 balles. Ça veut dire qu'il a rechargé 2 fois son arme. Ça veut dire qu'il se promenait avec 3 chargeurs. Les douilles ont été retrouvées sur la scène de crime, mais aucune empreinte. Ça veut dire qu'elles avaient été chargées avec un soin particulier, soit essuyées, soit chargées avec des gants, qu'il y avait eu une précaution prise au moment de remplir ces chargeurs. À tel point que le tireur était sûr que même en les abandonnant sur place, on n'arriverait pas à le retrouver. Ça dénote une préparation particulière. Ensuite, toutes les balles, ou presque, ont atteint leur cible. Il y en a très peu qui arrivent dans la nature. Et toutes les victimes ont été achevées de 2 balles dans la tête. C'est une signature de tueur professionnel. Alors, est-ce qu'un tueur fou a pu faire ça ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un tueur professionnel? Ça ne peut qu'intriguer parce que ce type d'exécution, et là on ne parle pas de meurtre, c'est une exécution, est particulièrement rare, en plus en Haute-Savoie. L'hypothèse d'un tueur à gages, en général, ça conduit vers une arme fiable. Le Luger P06 n'est pas réputé pour être fiable. C'est une arme donc, qui était en service dans les années 50 dans la police suisse, mais qui a plutôt mauvaise réputation dans le milieu des amateurs de tir. On dit que c'est une arme qui a tendance à s'enrayer, elle éjecte la douille, on la retrouve. Une arme de tueur, c'est plutôt une arme qui ne va pas éjecter les douilles, c'est plutôt une arme de type 9 mm, sûre, fiable, éprouvée. Donc, les munitions, l'arme, font penser à un ancrage local, font penser à quelque chose d'un peu plus amateur que la piste des professionnels, vers laquelle, par contre, le mode opératoire, le fait d'achever les victimes de 2 balles vers la tête, fait pencher la balance. Donc l'analyse de la scène de crime, on va dire, est contradictoire. Ils sont tombés sur un ancien légionnaire qui connaissait bien Sylvain Mollier, qui avait des armes chez lui, donc qui pouvait avoir un profil intéressant. Il avait fréquenté la sœur de Sylvain Mollier, il avait fait du vélo quelques fois avec lui.
Et donc ils l'ont interrogé. Ce légionnaire, Patrice Menegaldo, habitait à quelques kilomètres de Sylvain Mollier, à Eugene également. Mais son audition n'avait rien donné. Il a été interrogé pendant 2 heures, comme ça, de manière tout à fait classique, et il a été laissé libre, et les enquêteurs ont arrêté de s'intéresser à lui. En revanche, son audition est à l'origine d'un événement marquant. Oui, parce que ça, personne ne le sait, mais dans sa tête, Patrice Menegaldo reste persuadé qu'il est considéré comme le suspect de la tuerie de Chevaline. Et quelques années après, il va se suicider en laissant une lettre, en indiquant qu'il ne supporte pas d'être suspecté dans l'affaire de cette tuerie, qu'il n'y est pour rien, que son suicide n'est absolument pas un aveu, mais qu'il ne peut pas supporter cette pression. Et là, pour les enquêteurs, pour le procureur d'Annecy, c'est un gros point d'interrogation. Parce que, de fait, personne ne le soupçonnait. Personne ne s'intéressait à Patrice Menegaldo. Tout le monde l'avait perdu de vue. Il était sorti des radars, comme on dit. Et son suicide le replace au centre de l'affaire. Et là, les enquêteurs vont se demander, mais est-ce qu'on a raté quelque chose? Ils vont se remettre à s'interroger. Ils vont se repasser la bande, se remémorer ce qu'avait déclaré Patrice Menegaldo. Est-ce qu'ils sont passés à côté de quelque chose? Mais là encore, ça ne va rien donner. Et jusqu'à maintenant, même si certains peuvent encore se poser la question, et la question n'aura jamais de réponse finalement, parce que Patrice Menegaldo est mort avec les doutes qu'il pouvait susciter et qu'il a emporté avec lui. Les réponses, on ne les aura jamais, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien à voir avec la tuerie. 10 ans après les faits, le scénario de la tuerie, le timing, la façon dont se sont déroulées les choses est à peu près maîtrisé par les enquêteurs, sur la base des témoignages dont on a dit qu'ils disposaient, notamment celui de Brett Martin qui donne la chronologie des faits. Donc la façon dont ça s'est déroulé, elle est à peu près maîtrisée. En revanche, personne n'est capable de dire aujourd'hui si réellement les Halili étaient visés, si Sylvain Mollier était visé, ou si toutes ces victimes sont des victimes collatérales d'un tueur fou. Et on n'est pas capable de dire non plus qui a tiré. Ces deux questions fondamentales, 10 ans après, sont toujours sans réponse. Les questions des directeurs d'enquête, des magistrats, d'ailleurs, c'est de dire, oui, ok, est-ce que vous avez pu déterminer une chronologie? Ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un ou plusieurs auteurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, il faut faire très attention. On ne doit s'appuyer que sur des éléments factuels. Je sais que j'ai 2 empreintes de pas différentes, mais ils étaient peut-être 3 ou 4. Les autres n'ont peut-être pas laissé de traces. Et dans les 2 traces de pas, il y a peut-être une trace qui a été mise volontairement. Ça, vous arrivez à le dire quand même assez rapidement, vu le sens, les écartements des pas, choses comme ça. Et puis après, on nous demande souvent, oui, qu'est-ce que vous en pensez? La nature du tireur. Alors, moi, tout ce qui est la part psycho, ce qu'on appelle la psychocriminologie, c'est vraiment une formation particulière. Je ne me permettrai pas, et je leur dis toujours, n'allez pas trop loin, ne sortez pas de votre domaine de compétences. Ayez présent à l'esprit qu'il y a beaucoup de scènes qui sont montées, maquillées. Si c'est du fortuit, le type j'en ai eu dans ma carrière, qui voit une jeune fille qui correspond à son appétence sexuelle, il sait qu'il veut l'agresser sexuellement, la violer, mais il est sur quelque chose qui vient de se décider là, à l'instant T. Il la suit dans les bois. Là, vous allez pouvoir tirer, entre guillemets, un profil psychologique qui ne sera pas très loin de la vérité. Par contre, le type qui repère sa victime depuis des semaines, des mois, qui sait où elle habite, qui repère par où il doit passer, qui doit faire attention à ses traces, il va se cagouler, mettre des gants. Là, on est déjà sur autre chose. Vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ça peut avoir des conséquences terribles dans des dossiers. Il y en a eu dans les 2 sens. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Alors, pour revenir à notre dossier Chevaline, ben oui, il y a cette arme qui est particulière, cette vieille arme des années 50, l'armée suisse. Ouais, il ne faut pas tirer non plus de conclusions, d'enseignements trop rapides, parce que si l'auteur a pris toutes ses précautions avant, qu'il cherchait un type d'arme, l'a-t-il trouvé fortuitement? Lui a-t-on remis? Alors, autant de victimes aussi, c'est quelque chose. Vous savez, ça, par contre, ça fait partie des interrogations, et je me souviens que les techniciens, tout de suite, me l'ont dit, quoi. Ça paraît complètement dingue. Déjà, les enfants. Tabasser une enfant, et puis tuer tuer comme ça ces adultes, avec une chronologie qui
qu'on l'on peut établir, mais qui est difficile à assimiler, à comprendre. Parce qu'après arrive bien sûr le motif, quoi. Pourquoi? Hein, c'est pourquoi ça? Pourquoi dans de telles circonstances et là, dans cet endroit-là? Et on sort du cas fortuit, quoi. Hein, le type qui va se balader en forêt avec ce type d'arme et puis quoi? Et puis qui va tomber sur cette voiture et puis enfin sur ces gens et qui va les tuer les uns après les autres d'une façon méticuleuse. Bon, voilà. Et puis alors, vous voyez, avec encore la petite réserve que j'aimais quand même par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que autant, pareil, vous m'auriez dit, bah oui, vous auriez pensé, vous trouvez une petite fille vivante sur la jupe de sa mère au bout de 8 heures, je vous dirais non. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, quoi. Le fêlé, entre guillemets, la personne qui va dans les bois, qui a une arme, qui veut peut-être s'amuser, enfin, tirer. Bon, alors, il y a une toute petite part que ce type-là se dit, je vais me faire cette famille dans cette voiture. Mais sans raison, sans rien. Quand vous êtes désigné pour cette mission très importante de police technique sur un fait aussi grave que Chevaline, bah vous faites tout. Vous devez tout faire. Vous devez balayer toutes les techniques, aller jusqu'au bout. Moi, c'était ma crainte, bien sûr, toutes ces années, c'était quand les dossiers ne sortaient pas, bien sûr qu'il n'y avait pas de résultat, de se retrouver un jour devant avocat, magistrat, directeur d'enquête et pire famille, hein, et d'être obligé de constater et d'avouer que tout n'a pas été fait. Quoi. Je veux dire, vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'impossible aujourd'hui.